9 h. Après 72 heures d'arrêt de travail des marchands de bétail de Bamako, la viande rouge manque sur les marchés bamakois et l'enlèvement du président du parc animalier du Niamana radicalise la position des grévistes. Les détails à suivre dans cette édition. Les travailleurs de la compagnie malienne de navigation fluviale, la Comanaf, sont dans une situation difficile. En plus de la fermeture de leurs droits à mot, ils sont sans salaire depuis 3 mois. La Fondation Orange Mali reste l'un des plus grands contributeurs du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Et pour cette campagne, elle a investi plus d'1 milliard de francs CFA pour soutenir les couches vulnérables. Et voilà donc pour les sommaires. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. La Fondation Orange Mali a organisé ce jeudi 24 octobre 2024 au Centre international de conférence de Bamako sa traditionnelle journée de solidarité en faveur des personnes défavorisées. Et pour cette campagne de solidarité, la Fondation a investi plus d'1 milliard de francs CFA au cours de l'année. C'était en présence du directeur général de Orange Mali et de plusieurs membres du gouvernement de la transition. Le compte rendu est signé Omar Koïta, Ibrahim Dao. Attachée aux valeurs humanistes, la société de télécommunications Orange Mali à travers sa fondation a fait une importante donation d'une valeur de plus de 60 millions de francs CFA composée de vivres et de non-vivres en faveur des couches sociales vulnérables. Ce geste s'ajoute aux multiples actions de mécénat de la fondation en 2024. Pour cette année 2024, la Fondation Orange Mali a investi un budget de près de 1 milliard de francs CFA dans les projets et actions diverses en faveur des populations fragiles et des groupes sociaux défavorisés. Ainsi, nous procédons ce jour à d'importantes donations d'une valeur de 60 millions à plusieurs structures et à des associations en charge des victimes des inondations et des personnes démunies. Ces donations sont constituées de vivres et de denrées alimentaires, principalement pour la Direction nationale du développement social en vue de l'accompagner dans les actions d'aide à nos compatriotes sinistrés par les inondations, des moustiquaires pour les familles sinistrées et déplacées, des kits sociaux pour les enfants orphelins et démunis, des moulins et kits de maraîchage pour appuyer les familles et leurs activités génératrices de revenus, des mototricycles pour soutenir les personnes à mobilité réduite et des couches de bébés pour les orphelinats et centres d'accueil. Plusieurs témoignages sur les actions de solidarité de la Fondation Orange Mali ont marqué cette journée, notamment. La Fondation Orange nous a accompagnés pour que des ménages et des enfants particulièrement vulnérables puissent bénéficier d'une intervention cardiaque. C'est pour donner l'espoir à un enfant de grandir. Depuis 2005, aujourd'hui, nous sommes à la 20e édition que la Fondation finance les consultations ophtalmologiques et chirurgie gratuite de la cataracte à travers tout le pays. Donc de Caille à Kidal. Il n'y a pas un seul cercle, il n'y a pas un seul centre de santé de référence que la Fondation n'a pas financé. Après avoir remercié la Fondation Orange Mali pour son appui constant en faveur des couches défavorisées et l'État du Mali, la marraine de la journée, la ministre de la Santé et du Développement social, a invité la Fondation Orange Mali à persévérer dans cette dynamique. Comme on dit, la santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie, mais c'est un état de bien-être physique et moral. Et ça, nous essayons de l'atteindre avec tous nos partenaires. Merci à Orange pour tout ce que vous faites. Nous, ce que vous avez déjà fait pour nous, on pense que c'est des acquis et on va vous demander encore plus. La cérémonie a pris fin par la remise officielle des dons aux bénéficiaires. A rappelé que la Fondation Orange a investi plus d'1 milliard de francs CFA cette année en faveur de l'État et des couches vulnérables. Dans le cadre de la mise en œuvre des actions du programme Jeunesse engagée pour la stabilité du Sahel, initié par le Bureau Paix et Sécurité du Centre de compétences Afrique subsaharienne de la Fondation Friedrich
Hébert, une conférence débat sur la participation des jeunes au processus de paix s'est tenue ce vendredi 25 octobre 2024 à Bamako. Elle a été l'occasion de restituer les conclusions de l'atelier de renforcement des capacités tenues au préalable et d'engager des nouvelles réflexions. À Sitan Diallo, Zakaria Omar Keïta, compte rendu. Paix et réconciliation au Mali. Quelle synergie d'action des associations et regroupements des jeunes dans le processus de la paix? C'est le thème de cette conférence sur la participation des jeunes au processus de paix. Une conférence qui intervient après un atelier de renforcement de capacité des jeunes dans le cadre de leur participation à la promotion de la paix. La conférence qui nous réunit ce matin est une activité du programme Jeunesse engagée pour la stabilité au Sahel. Et elle vient couronner l'atelier de renforcement des capacités des jeunes sur leur participation à la promotion de la paix, tenu les 18 et 19 octobre dernier. Nous avons pu formuler non seulement des recommandations, mais le plus important, nous avons aussi formulé des actions que nous pourrons soutenir, que nous pourrons porter pour notre contribution à la paix et à la stabilité de notre nation. Une initiative salutaire pour les parties prenantes qui considèrent que cela participe à impliquer les jeunes dans le processus de paix et de stabilité dans les pays du Sahel en général et particulièrement au Mali. En tant que fondation qui est proche des valeurs social-démocrates, créer des synergies et des réseaux ne peut être que le seul moyen de s'engager pour un paix durable. Pour nous, la solidarité internationale des acteurs est essentielle. Et je vous salue pour cette motivation et cette idée. Les jeunes sont l'avenir du pays, mais quel genre de jeunes? Est-ce que c'est des jeunes bandits? Est-ce que c'est des jeunes mal formés? Si on dit que l'avenir, c'est la jeunesse, mais il faut une jeunesse formée. En tout cas, je peux vous garantir quand même de la transmission fidèle de vos recommandations et de tout ce que vous projetez de faire pour l'installation de la paix au Mali, en tout cas aux plus hautes autorités de ce pays. Des échanges entre les participants et les membres de diverses organisations de la société. On sait tout à l'heure dans les titres, 72 heures après l'arrêt de travail des marchands de bétail de Bamako, en réaction à la décision de fermeture des marchés à bétail par le gouverneur du district de Bamako depuis le 19 septembre dernier, la viande est introuvable sur les marchés bamakois. Notre équipe de reportage dirigée par Gabriel Keïta a décidé de faire un tour dans les parcs animaliers et les marchés pour faire le constat. Je vous propose de suivre ensemble. Lancé depuis mardi dernier, l'arrêt de travail des Nous avons un petit souci technique avec cet élément. Nous allons revenir là-dessus avant la fin de cette édition. L'actualité à l'intérieur du pays, précisément à Sikasso, dans le village de Kampebougou, où s'est tenu le mercredi 23 novembre 2024 la certification d'une trentaine de communautés ayant atteint le statut de fin de défécation à l'air libre. Organisé par la Direction régionale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances de la région de Sikasso avec l'accompagnement financier de l'UNICEF. L'événement rentre dans le cadre des activités de l'assainissement total pilotées par les communautés et s'est tenu le mercredi 23 octobre 2024. Idrissa Diallo, correspondance. Ce sont au total 28 villages sur 30 en compétition qui viennent d'être certifiés FEDAL lors de cette cérémonie ici à Kampebougou par la DRACPN de Sikasso et d'autres acteurs de l'assainissement. L'objectif est de promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement afin d'améliorer le cadre de vie des villages certifiés FEDAL. Le gouvernement du Mali
a adopté en 2009 l'approche assainissement total pilotée par la communauté afin d'améliorer le taux d'accès à l'assainissement de base en milieu rural, ainsi accélérer la marche du pays vers l'atteinte de l'objectif de développement durable sur l'assainissement. La certification de 28 communautés sur 30 évaluées s'inscrit dans le cadre de la coopération Mali-UNICEF. L'UNICEF, en dépit des difficultés financières du moment, a pu financer l'ATPC dans ces communautés. Les autorités communales et partenaires de l'ATPC n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction face aux progrès réalisés par les villages certifiés pour atteindre ce niveau d'hygiène. La DERACPN de Sikasso a compris le rôle important de l'approche communale. Avec l'appui financier des partenaires dont UNICEF, des interventions pilotes de certification au niveau communal sont en cours à l'échelle de tout le pays. Dans la région de Sikasso, nouvelle configuration, 11 communes ont déjà été certifiées FDAL. Grâce à l'appui financier de l'UNICEF, cet élan est en cours ici et dans la commune de Kabouela. Permettez-moi de saluer la cérémonie et de célébrer l'ATPC, assainissement total, piloté par la communauté, en vue de créer une émulation entre les communes qui ont réussi à mettre fin à la défécation à l'air libre. L'approche ATPC montre à suffisance qu'aucune subvention ne peut résoudre les problèmes d'hygiène et d'assainissement de nos communautés sans un engagement libre et volontaire de celles-ci. C'est à ce prix que le développement local peut être réussi. La remise des attestations et plusieurs centaines de kits d'assainissement, les témoignages, les engagements des autorités communales pour maintenir les différentes communautés fédales ainsi que la visite des latrines ont mis fin à la cérémonie ici dans le village de Kapebougou, dans la commune rurale de Kabouela. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, les travailleurs de la Comanaf, ex-Comanaf, sont sans salaire depuis maintenant 3 mois. Depuis l'attaque du bateau Tombouctou le 7 septembre 2023, les activités de la compagnie malienne de navigation fluviale Comanaf, ex-Comanaf, n'ont pas démarré et les travailleurs sont sans salaire depuis maintenant 3 mois. Et malgré le cri de cœur du syndicat de la compagnie fluviale, la situation ne s'améliore pas. Les explications avec Alamako Djabati. En effet, depuis le 7 septembre 2023, le bateau Tombouctou assurant la liaison entre le nord, le centre et le sud du Mali, qui a été attaqué par des terroristes à Zaroui, à une trentaine de kilomètres de Gourma-Rarousse dans la région de Tombouctou, n'a pas repris le fleuve. Plus d'une année après cette attaque, les bateaux de la Comanaf sont toujours à quai après plusieurs tentatives infructueuses de redémarrage des activités. Cette situation a eu un impact très négatif sur les caisses de la société puisque les travailleurs sont aujourd'hui à plus de 3 mois sans salaire selon la section syndicale de la compagnie. Lors de son passage sur le plateau de M7, il y a 3 mois, le porte-parole du bureau syndical de la compagnie, Mohamed Keïta, a indiqué que les agents sont à 3 mois sans salaire malgré les démarches auprès des autorités de la transition, notamment la ministre des Transports et des Infrastructures. Le syndicat invite les autorités à soutenir les travailleurs pour une sortie de crise. Pour ce faire, le syndicat invite le gouvernement à la reprise de la navigation pour aplanir la souffrance du personnel dont les conditions se dégradent chaque jour. Selon le porte-parole, de nos jours, les droits des travailleurs à l'assurance maladie obligatoire AMO sont fermés, une situation qui aggrave les conditions de vie des travailleurs. Fin des travaux ce jeudi 24 octobre 2024 à Sélengué du premier forum de l'Union des femmes du secteur informel en Afrique de l'Ouest. Initié par la Convergence globale des luttes pour la terre et l'eau en partenariat avec l'Union des femmes du secteur informel, ce forum a permis aux participantes venues de 12 pays d'Afrique d'échanger sur les défis et les opportunités d'autonomisation des femmes dans le secteur informel en Afrique de l'Ouest. Lolo Madibati. Placé sous le thème « Engageons-nous pour l'autonomisation des femmes du secteur informel pour le développement harmonieux », le forum a favorisé des discussions sur les obstacles rencontrés par les femmes dans le secteur informel.
Des panels, des ateliers et des témoignages ont permis de mettre en lumière des expériences concrètes et des stratégies efficaces pour renforcer l'impact des initiatives féminines. D'abord, les femmes ont pu mettre d'abord des mécanismes, comment ils vont travailler ensemble, qui est la charte. Ils ont pu adapter une charte entre eux qui définit comment maintenant ils vont travailler au sein de l'Union des femmes du secteur informel. Ils ont adapté un plan d'action. Ils ont adapté un plan d'action qui les amène à 3 ans de travail. Et là aussi, c'est très, très important. Et maintenant, au-delà de ça, l'un des parties phares même de ces 4 jours de travail, c'est l'essence d'expérience pratique. Une occasion de partage d'expériences entre les participantes issues de divers horizons qui ont travaillé à l'élaboration des recommandations pouvant permettre la création d'un cadre structuré pour le soutien et l'autonomisation des groupes de femmes du secteur informel. Aujourd'hui, nous sommes 461 associations regroupant 17 000 femmes. Une synergie forte au sein de la CHRTE qui défère et porte la voix de toutes les femmes du secteur informel de l'Afrique de l'Ouest. Nos valeurs, disponibilité, dynamisme, engagement, équité, leadership, redevabilité, respect, solidarité, transparence et tolérance. Les résultats des travaux présentés doivent propulser la nécessité de création d'un réseau interconnecté entre les femmes du secteur informel à travers l'Afrique de l'Ouest. Cette initiative de la convergence qui permettra d'entendre davantage la voix des femmes du secteur informel a été saluée et appréciée par le ministère de la Promotion de la Femme. Ces sérums qui visent à renforcer les compétences professionnelles des femmes contribuent de manière significative à la promotion de l'égalité du genre et à l'autonomisation de l'économie des femmes. Je tiens également à saluer les soutiens précieux des partenaires techniques et financiers qui ont généreusement contribué à la réalisation de ce projet. Ces forums représentent une avancée significative pour l'autonomisation des femmes dans le secteur informel en Afrique de l'Ouest. En réunissant divers acteurs et favorisant le dialogue, la CESELT et l'UFSI ouvrent la voie à des actions concrètes qui pourront transformer la vie des femmes et par conséquent de leur communauté. Par ailleurs, à 10 jours de la rentrée scolaire 2024 à 2025, les autorités régionales de Tombouctou, accompagnées des autorités scolaires, les élus, les comités de gestion scolaire et les syndicats, ont visité plusieurs écoles de la ville de Tombouctou ce jeudi 24 octobre 2024. Objectif, s'enquérir de l'état des salles de classe avant le jour de l'ouverture des classes prévues pour le 4 novembre prochain. Boubacar Djiteï, correspondance. De l'école Cheikh Noudé Kabara à l'école de la paix à Abaradio, en passant par les établissements Sid Mahmoud et Bahadou Ben Aboubakar, le constat est le même pour la délégation. Toutes les dispositions sont prises pour l'ouverture des écoles, vu que la région n'a pas connu d'inondation. Toutefois, des dispositions spécifiques sont prévues pour les élèves déplacés internes. Que toutes les conditions sont réunies au niveau de l'académie d'enseignement de Tombouctou pour que l'ouverture puisse en tout cas être effective le 4 novembre 2024. Quelques salles de classe seulement qui étaient dégradées, donc cela n'empêche pas en tout cas l'ouverture le 4 novembre. Et même ça, donc certaines salles aussi étaient occupées par de l'eau s'est retirée. Vraiment tout va très bien aujourd'hui. Même là où les salles de classe ça ne va pas. Donc il y a des tentes qui sont disponibles. Donc ces tentes ont été offertes par l'UNICEF pour en tout cas aider nos enfants pour qu'ils puissent étudier. En tant que syndicat, il s'agissait, n'est-ce pas, de voir l'effectivité des conditions réunies pour la réouverture des classes pour le 4 novembre. Et effectivement, nous avons eu une mission de constater dans la région, voir comment est-ce qu'on peut réouvrir ces écoles-là le 4 novembre. Et effectivement, nous avons constaté que l'ouverture est bel et bien possible le 4 novembre 2024 dans la région de Tombouctou. Tout en remerciant les acteurs du monde scolaire, le gouverneur se réjouit du climat apaisé au sein des établissements visités. Ce matin, accompagné de tous les acteurs de l'éducation au niveau région et au niveau local, j'ai visité un certain nombre d'écoles dans la ville de Tombouctou pour nous assurer que toutes les conditions sont réunies, au-delà de ce que
les responsables de l'éducation nous ont fait parvenir comme compte rendu de vigie. Nous-mêmes, nous avons constaté que toutes les conditions sont réunies pour l'ouverture du CAT. Et c'est le lieu pour moi de remercier tous les partenaires de l'éducation, à commencer par les partenaires sociaux, les syndicats, les CGS, les partenaires techniques et financiers. Alors, vivement le 4 novembre 2024 pour une nouvelle année scolaire apaisée et pleine. Le Bureau de plan international Mali, en collaboration avec le consortium Chilids, a organisé une journée de plaidoyer national pour l'application effective de la loi 052. Cette rencontre d'échange avec les acteurs des organisations de la société civile et politique doit permettre à ceux-ci de mieux cerner les enjeux liés à la représentation des femmes et des filles dans les sphères publiques et privées. Gabriel Keïta, Zakaria Oumar Keïta, compte rendu. Dans le cadre de l'exécution du programme Chélida, le Bureau de plan international Mali et ses collaborateurs ont tenu cette rencontre pour inciter les décideurs et les dirigeants politiques à l'application effective de la loi 052 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour une meilleure représentativité des femmes et des filles dans les instances de prise de décision. Financé par les ministères des Affaires étrangères des Pays-Bas, le programme Chilid est un programme conjoint mis en œuvre au Mali par Plan International Mali, le réseau de développement et de communication des femmes africaines Femnet et la Fondation Terre des Hommes. Chilid, elle dirige ou elle mène encore, est un programme global de 5 ans mis en œuvre depuis 2021. Cette session de plaidoyer s'inscrit en droite ligne avec les objectifs et stratégies clés de mise en œuvre du programme Chilid, notamment en son domaine 3, celui du niveau institutionnel. Et pour un changement de comportement positif, les membres du consortium Chélida ont passé un message fort aux participants. Globalement, aucune institution de la République n'atteint 30% des femmes. Toutefois, en considérant les services généraux et centraux, la Cour suprême, le CNT et la Cour constitutionnelle observent et dépassent même le quota de 30%, surtout que la primature n'a même pas de données. Des efforts doivent être consentis afin d'améliorer le tout. Surtout que les institutions de la République doivent être illustrées en termes de respect des textes et des engagements. Enfin, l'application effective de la loi 052 est une nécessité absolue de participation et d'implication de toutes et de tous. Les autorités maliennes, à travers le CNT et l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali, partenaires financiers de cette initiative, ont rassuré de leur accompagnement pour l'application effective de la loi 052 au Mali. J'ose espérer que cette note de plaidoyer sera transmise à qui de droit et qu'elle sera prise en compte par les plus hautes autorités. Je voudrais donc féliciter le consortium et tous ses partenaires, Plan International, l'ambassade des Pays-Bas. Dire que l'appui des Pays-Bas a pour objet de soutenir les efforts du gouvernement et ses partenaires de la société civile à trouver des solutions endogènes aux problèmes soulevés. Je souhaite que cette session de plaidoyer contribue à la promotion du genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives au Mali. Cette journée de plaidoyer a pris fin par un panel de sensibilisation sur le rôle des femmes et des filles dans l'application effective de la loi 052 au Mali. Est terminée. Nous la refermons avec ce message qui émane de Ecobank Mali. Conformément à la réglementation bancaire en vigueur, Ecobank Mali invite ses clients à procéder à la mise à jour de leurs informations bancaires dans l'ensemble de ses agences ou en ligne via l'adresse mail mise à jour des informations eml@ecobank.com au plus tard le 31 octobre 2024. Les documents nécessaires à cette mise à jour sont les suivants. La copie lisible de la pièce d'identité en cours de validité, le justificatif de revenus ou tout autre document justifiant l'activité actuelle, le justificatif de domicile datant de moins de 3 mois, facture d'eau, d'électricité ou de téléphone, un contrat de bail ou un certificat de résidence, le formulaire de mise à jour 6 juin.
Passé ce délai, vous ne pourrez plus effectuer des opérations sur votre compte et ce, en conformité avec la réglementation. Pour toute autre information, à contacter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le centre de contact régional de Ecobank Mali au 44 97 94 44 si vous êtes un particulier et 44 97 94 45 si vous répondez au nom d'une entreprise. Ecobank Mali vous remercie pour votre confiance et votre coopération. Je vous remercie également d'avoir suivi cette édition. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir et très bon week-end. Lancé depuis mardi dernier, l'arrêt de travail des marchands de bétail de Bamako est respecté dans différents marchés à bétail de Bamako. La conséquence de cet arrêt de travail est déjà sentie sur le terrain. Depuis 2 jours, la viande rouge est introuvable dans les marchés bamakois. Tel est le constat qui se dégage de notre tour de marché. Cet arrêt de travail des marchands de bétail fait suite à la décision prise par le gouverneur du district de Bamako de la délocalisation des parcs à bétail de Bamako. C'est l'échec des négociations entre nous et les autorités sur la décision de délocalisation des marchés à bétail qui nous a conduit à cet arrêt de travail. Mais cette affaire est en train de prendre une autre tournure car le président du parc à bétail de Niamana est enlevé par des individus et nous demandons qu'il soit libéré sans délai et sans condition. Sinon, nous resterons sur notre position. L'arrêt de la vente de viande fait les affaires des vendeuses de poissons. La vente de poissons est très fructueuse ce temps-ci, mais nous demandons aux grévistes de reprendre le travail, car cette situation affecte tout le monde. Avant, quand les bouchers partaient en grève, nous, on pouvait se ravitailler 2 fois par jour. Mais maintenant, la situation est un peu difficile pour tout le monde.
Comme pour envenimer la situation, le président du marché à bétail de Niamana est enlevé par des individus en tenue civile à une destination inconnue, ce qui radicalise les grévistes dans leur position. En tout cas, il urge de trouver des solutions idoines à ce problème, ce qui sera bénéfique pour tout le monde.